Merci à tous, merci au comité d'organisation pour cette invitation. Et je voulais juste rajouter, merci beaucoup pour ce que vous faites, c'est formidable. Et merci beaucoup pour ce que vous êtes. Merci encore. Donc, cette thématique est particulièrement intéressante. Là, on vient d'écouter deux papiers tout à fait magnifiques qui nous ouvrent des perspectives tout à fait nouvelles sur cette maladie de Barlow. Moi, je vais vous parler de choses qui paraissent simples, mais qui peuvent surtout vous entraîner sur des fausses voies. Et le problème de la quantification des fuites mitrales peut être, entre guillemets, incohérente. Donc le premier message, c'est que les paramètres de quantification soient cohérents. Alors, vous savez tous qu'il faut quantifier les fuites. On nous l'a bien montré que les outils de quantification, vous les connaissez. C'est avant tout la surface de l'orifice régurgitant, qui est quelque chose que vous connaissez bien, qui a l'avantage d'être souvent relativement facile et qui permet de faire un pronostic sur cette insuffisance, sur l'importance de la fuite. Et elle permet de quantifier cette fuite pour stratifier le risque. Et on l'a très bien vu avec ce papier que vous connaissez tous, avec un excès de mortalité quand vous avez une surface de l'orifice régurgitant qui est supérieure à 40 mm². À partir de cette surface de l'orifice régurgitant, vous pouvez tirer deux autres paramètres tout à fait essentiels, qui sont le volume de régurgitation et la fraction de régurgitation. Et ça, Thierry vous en a parlé tout à l'heure, c'est particulièrement intéressant parce que ça rapporte le pourcentage de fuite qui part dans l'oreillette gauche par rapport au débit effectif qui va dans l'aorte. Donc ces trois paramètres paraissent tout à fait essentiels et doivent être cohérents par rapport à la surface de l'orifice régurgitant. Et à partir de là, vous le savez, vous allez pouvoir classer vos fuites en mild, en severe et en moderate, où il y a 2 grades, 2 et 3, avec les critères que vous connaissez, inférieur à 20, supérieur à 40, inférieur à 30 pour le volume régurgitant. Tout ça, vous le savez. Et bien sûr, quand vous avez une fraction de régurgitation supérieure à 50%, eh bien, vous pouvez imaginer que la fuite est importante. C'est la moitié du débit, du volume d'éjection qui part dans l'oreillette gauche au lieu de partir dans la voie aortique pour être efficace. Donc, bien sûr, tous ces paramètres-là paraissent faciles, mais doivent être cohérents les uns avec les autres, ils doivent être cohérents avec les symptômes, doivent être cohérents avec une éventuelle surcharge des cavités gauches et des pressions pulmonaires. Alors voilà, je vais commencer par un cas clinique très simple. Vous avez ici un Barlow avec une malade, c'est un cas réel, une patiente qui m'est adressée, 62 ans, un morphotype normal, elle est asymptomatique, mais le cardiologue qui me l'envoie me dit la fuite mitrale est importante, qu'est-ce qu'on fait? Alors effectivement, je refais l'examen, je vois, est-ce que j'ai un pointeur? Je ne sais pas si j'ai un pointeur, peu importe. Vous voyez en haut que vous avez une ballonisation mésotélésystélique typique, une oreillette gauche qui paraît un tout petit peu dilatée, une PISA qu'on définit très bien à 0,8 et on fait tranquillement nos calculs, ce qui nous donne une surface de l'orifice régurgitant à 0,38 cm². Je vous rappelle que la limite sur le sévère est à 0,4. Et puis, vous essayez d'avoir un volume régurgitant, on va en reparler, qui est à 50 millilitres et une fraction de régurgitation qui est à 58%. Donc, vous êtes dans un cadre d'insuffisance mitrale quasiment sévère. Et comme vous savez que les recommandations nous disent quand la valve, chez les malades asymptomatiques, a une possibilité de réparation qui est effective, qui est supérieure à 95%, eh bien, il faut peut-être opérer ces gens de façon prématurée. Alors, si on s'arrête là, on se dit, tiens, la maladie est asymptomatique, mais la fuite est importante, donc on va en discuter. D'ailleurs, c'est pour ça que la malade est là. Alors, regardons un petit peu de plus près cet examen clinique et regardons déjà le ventricule. Le ventricule, elle fait 50 en diastole. Chez une femme qui a un morphotype normal, on ne peut pas dire qu'elle soit dilatée. Et puis, regardons un peu cette fuite. Cette fuite, vous voyez que quand on regarde le Doppler pulsé, le Doppler couleur ou le Doppler continu, elle n'est pas constante dans le temps. C'est-à-dire que vous avez une fuite qui est mésotélée, que ce soit en pulsé, que ce soit en couleur ou que ce soit en continu. Alors, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la surface de l'orifice régurgitant pour évaluer une fuite de ce type-là?
Je vous rappelle les constantes. Ça, vous le voyez tous les soirs hein, quand vous êtes attablé à la terrasse en prendre l'apéro. Vous voyez, hier soir, c'était à peu près ça. Hein. Vous avez une magnifique pizza. Et donc, quels sont les prérequis pour utiliser la pizza? Ben, bien sûr, il faut que ce soit une hémisphère qui soit totalement développée. Il faut que l'orifice soit plan. Et il faut que la fuite soit constante pendant tout le cycle cardiaque. Et à ce moment-là, seulement et seulement à ce moment-là, vous pouvez utiliser la surface de l'orifice régurgitant. Et quand vous regardez la chronologie des fuites, bien certes, vous avez des fuites qui sont holosystoliques. C'est par exemple la maladie rhumatismale. Elle va généralement vous donner une insuffisance mitrale qui est holosystolique, qui va être constante tout au cours du cycle cardiaque. Vous avez à l'inverse, de l'autre côté, la fuite mitrale fonctionnelle secondaire, qui n'est pas toujours constante, elle non plus, sauf quand elle est majeure. Et vous avez surtout une fuite qui est proto- et télésystolique. Donc là aussi, ça vous laisse imaginer les problèmes de quantification sur les IM secondaires. Et puis, vous avez les fuites de ces Barlow qui peuvent être exclusivement mésotélésystoliques. Donc, vous n'avez quelque part pas le droit d'utiliser la surface de l'orifice régurgitant comme outil de quantification. Et ça, c'est un papier ancien. Là, on vient de vous montrer des choses très, très savantes et très nouvelles. Mais regardez ce papier qui était de Topilsky, 2012, et qui montre que pour une même surface, même pizza, hein, vous avez des pizzas dans ces deux cas qui sont identiques, les mêmes pizzas, mais la fuite n'est que mésotélésystolique dans le cas du bas. Et à ce moment-là, si vous calculez juste le volume régurgitant, eh bien vous voyez que le résultat, c'est la moitié de ce que vous auriez eu si vous aviez considéré que la SOR était efficace parce qu'elle était holosystolique. Donc c'est vraiment tout à fait essentiel. Une SOR à 25 dans les deux cas, mais un volume régurgité qui est de 25 millilitres alors qu'il est du double dans l'insuffisance mitrale continue. D'ailleurs, ces fuites n'ont pas le même pronostic. Ça ne veut pas dire que les fuites mésotélées sont tout le temps bénignes, mais a priori, quand vous avez ça, ce n'est pas toujours signe d'augmentation de la sévérité. Donc, retenez-vous bien ça. Regardez la chronologie du flux. Vous voyez qu'en proto, il n'y a pas de fuite. Qu'en méso, vous avez commencé à avoir une fuite et que la fuite s'exprime complètement en télésystolique. Puis vous avez d'autres outils, c'est-à-dire que là, si vous refaites le cas en particulier de chez cette patiente et que vous n'évaluez que le volume régurgité, c'est-à-dire que vous fassiez l'intégrale temps-vitesse sur la partie vraiment régurgitante, eh bien vous obtenez un volume régurgité à 18 et pas à 50. Vous avez un rapport volume VTI mitral sur VTI aortique qui vous montre bien que l'aorte débite hein, est inférieure à 1, donc là, c'est évidemment pas une fuite importante. Vous avez un bon débit, un bon volume d'injection systolique et vous n'avez pas de reflux dans les veines pulmonaires. Donc, c'est très important. Souvenez-vous de ça. Dans le prolapsus mésotélé, avec une fuite mésotélée, vous n'avez pas le droit d'utiliser la SOR. Par contre, vous pouvez l'utiliser quand vous avez une chronologie normale. Et des fois, c'est encore plus compliqué. Hein, c'est-à-dire que vous avez une fuite qui est inconstante, qui est pendant tout le cycle, mais qui est petite en proto, plus importante en méso et qui s'exprime complètement en télé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, il y a des trucs, astuces, où on va dire qu'il va falloir que vous regardiez le temps qui sépare le début du QRS avec le maximum du pic de l'insuffisance mitrale. Et ce temps-là, ben, vous allez mesurer la PISA à cet endroit-là. Et ça sera, bon an, mal an, un bon reflet moyen de l'importance de la fuite. D'autres problèmes qui sont assez spécifiques au prolapsus, c'est le caractère confiné du jet. Vous savez bien qu'un prolapsus qui va prédominer sur un des feuillets va avoir un jet directionnel. Là, en l'occurrence, prédomine sur la valve antérieure et vous allez avoir un flux qui va être totalement excentré vers l'oreillette gauche, alors que quand c'est l'inverse, prolapsus du P2, ben, vous allez avoir un flux qui va être pratiquement pseudo-éjectionnel à l'auscultation. Donc ces flux-là ne sont pas parfaitement développé. Et vous voyez que j'ai essayé ici de vous faire... Le pointeur me manque beaucoup, enfin, c'est pas grave. Et voilà, je fais des bêtises. Eh ben, votre PISA n'est pas complètement développé, donc il faut au moins le savoir. Et puis, un des bons moyens, c'est de passer à une autre incidence. Décidément, j'ai des problèmes, ça tourne pas. Ça tourne pas, ça tourne pas, ça tourne pas. Bon, pardon. Ce que je voulais vous montrer, c'est que quand vous changez d'incidence, vous pouvez avoir, surtout dans des flux qui sont directionnels postérieurs, vous pouvez parfaitement
Voilà, merci beaucoup. Vous pouvez dégager parfaitement bien une PISA, aligner votre Doppler continu sur le flux, et là, vous allez être parfaitement parallèle, et vous pourrez avoir de façon fiable une surface de l'orifice régurgitant. Alors, ce n'est pas toujours aussi facile. Désolé, hein. Et c'est vrai que le prolapsus, c'est très piégeant, puisque ça peut être confiné, la PISA est incomplètement développée, l'orifice n'est pas plan, la fuite est instable dans le cycle. Donc, tous ces paramètres, vous devez les connaître. Et alors là, je vais vous donner une référence qui va peut-être vous étonner. Elle date de 1789, ma référence. C'est Lavoisier lui-même qui nous a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme ». Et c'est toujours vrai. C'est-à-dire que ce qui rentre dans le ventricule par la mitrale va se répartir en deux parties dans l'insuffisance mitrale, une qui va régurgiter dans l'oreillette gauche et une qui va effectivement assurer le volume systémique efficace. Mais la somme des deux doit rester constante. Et c'est ça la cohérence de l'insuffisance mitrale. Mes petits schémas assez vilains qui vous montrent eh bien, que la partie régurgitante, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire petite régurgitation moyenne et régurgitation plus importante, eh bien quand c'est petit, vous allez avoir un volume d'éjection qui va être naturellement important, un peu moins quand la fuite est moyenne et diminuer quand votre fuite est importante. Mais la somme des deux doit correspondre au volume d'éjection total. Comment donc, en pratique, s'en débrouiller ? Eh bien, vous savez faire. C'est plus compliqué que de faire une SOR, mais c'est facile. Soit vous calculez le volume qui rentre dans le ventricule par le volume mitral, et vous allez retirer le volume d'éjection aortique, ça vous le faites tous les jours. Soit vous allez prendre votre volume d'éjection systolique par des méthodes de volumétrique, c'est-à-dire que vous le faites aussi tous les jours quand vous faites une fraction d'éjection, volume diastolique moins volume systolique, ça vous fait votre volume d'éjection. Et à ce moment-là, vous allez retirer votre débit, votre volume aortique, et ça vous le faites aussi tous les jours. Ou vous pouvez utiliser la SOR, mais vous avez vu les difficultés. Et enfin, la fraction de régurgitation. Donc, quand vous avez des doutes, n'hésitez pas de faire ça. C'est une question d'apprentissage. En un mot, la méthode volumétrique, vous calculez votre volume d'éjection à partir du 2D, voir si vous êtes très bien équipé à partir du 3D, puisque vous savez qu'on sous-évalue les volumes et qu'on les évalue beaucoup mieux de façon presque comparable à l'IRM quand on utilise le 3D. Donc là, vous aurez votre volume régurgité qui sera donc le volume d'éjection systolique moins le volume d'éjection aortique. Et là, vous aurez une corrélation. Vous allez au moins avoir un garde-fou qui va vous permettre de ne pas dire n'importe quoi, comme c'est pas dit que c'était n'importe quoi, mais enfin d'être abusé et par une absence de cohérence. Ou bien vous pouvez, ce qui est plus difficile peut-être, et dont on a moins l'habitude, c'est de calculer le débit à travers le volume à travers la valve mitrale. Ben, vous faites comme sur l'aorte, c'est la même chose, en positionnant bien vos capteurs, etc. Mais ça, c'est de l'apprentissage. Et de ce volume qui rentre dans le ventricule, vous allez soustraire le volume aortique et vous aurez votre volume régurgitant. Donc, ça va vous prendre un petit peu plus de temps, mais quand vous avez une hésitation, parce que vous n'arrivez pas, du fait de cette particularité de la maladie de Bardot, en particulier cette notion d'inconstance dans le cycle, eh bien, vous allez pouvoir vous en sortir. Alors, vous allez me dire, j'ai d'autres méthodes, l'IRM. Certainement, ça, on a vu beaucoup d'IRM tout à l'heure. Vous ne faites pas des IRM tous les jours. C'est vrai que quand vous êtes en difficulté, ben, il faudra peut-être avoir recours, mais attention, voilà ce papier qui est quand même ancien, qui a 10 ans, qui a fait la comparaison entre la quantification en écho et la quantification en IRM. Et on a eu une surprise, on est tous tombés un petit peu de notre siège, que l'IRM trouvait beaucoup moins de fuites sévères que nous n'en trouvions. Et quand on regarde bien, on se rend compte que notre surestimation était du fait que la quantification avait été faite à partir de la SOR dans des IM qui étaient inconstantes dans le temps. Donc, si on reprend des mêmes façon de travailler qu'en IRM, c'est-à-dire qu'on fait un volume d'éjection et on retire le volume d'éjection aortique, eh bien, on va retomber sur nos pattes. Donc, c'est sûr que c'est intéressant, mais attention. Et puis, vous avez d'autres petits trucs qui sont quand même qui vont vous aider. Hein. C'est le rapport entre le flux mitral et la VTI sous-aortique, hein, qui doit être
inférieur à 1, c'est facile à comprendre, c'est que moins il y a de débit dans la mitrale, eh ben, il y en aura plus dans l'aorte, versa vis et vice-versa. Donc ça, là aussi, c'est un garde-fou. Hein. Vous avez une petite onda, une grande onda, une grande onda, ça ne peut pas être une fuite mitrale importante, à l'inverse, c'est-à-dire une grande onda, une petite onda. Et enfin, il n'y a pas de reflux dans les veines pulmonaires. Donc, retentissement, bien sûr, avec sur les cavités gauches, les pressions pulmonaires, l'écho d'effort, bien évidemment. Quand vous êtes dans le doute, on vous envoie une fuite mitrale qui est soi-disant importante et que vous trouvez ça, quand même, hein, il faut être raisonnable et puis voir si cette malade asymptomatique n'est pas effectivement une façon de revoir un petit peu toute votre quantification des fuites. Donc, en fait, les erreurs à ne pas faire dans l'évaluation de la fuite mitrale en cas de prolapsus, c'est la surface de l'orifice régurgitant qui quantifie une valeur de régurgitation maximum alors que le calcul du volume régurgité prend en considération le caractère instable de la régurgitation au cours de la systole. Ainsi, ce volume régurgité et non pas la surface de l'orifice régurgitant, si on utilise la PISA en mésotélésystole, est le paramètre quantificatif à privilégier. D'autres paramètres de quantification doivent être envisagés en cas de difficulté. On vient de le voir, le volume régurgitant et la fraction de régurgitation. Et donc, c'est vrai pour toutes les fuites mitrales, c'est plus spécifique pour les prolapsus. Et c'est extrêmement important de corréler et d'avoir une cohérence, et c'est du bon sens dans vos résultats. Je vous remercie, on remercie Lavoisier au passage.